Notre invité sur ce plateau, Gilles Achach, bonjour. Vous êtes président de Scan Research. C'est un institut d'études des dynamiques d'opinion dans le monde Internet. On a voulu savoir comment se positionner les Français par rapport à cette refonte du droit du travail à travers un sondage réalisé pour Public Sénat. Et vous avez donc interrogé les Français sur cet avant-projet de loi El Khomri. Et malgré la mobilisation dans la rue et le succès de cette pétition sur Internet, le premier enseignement de ce sondage, c'est finalement que l'opposition à cette loi apparaît plus nuancée qu'on ne le pense. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a voulu, plutôt que de poser une question globalement, qu'est-ce que vous pensez ou pas de la loi, enfin du projet de réforme du Code du travail, on a souhaité savoir concrètement sur un certain nombre de mesures comment les gens réagissaient. Et on constate qu'on a affaire à une opinion qui est beaucoup plus nuancée qu'on veut bien le dire. C'est-à-dire que, grosso modo, ce que nous dit ce sondage, c'est que c'est largement négociable. Alors, du coup, les deux partenaires, si j'ose dire, les opposants d'une part et le gouvernement de l'autre, sont peut-être dans une situation qui est un peu délicate. C'est-à-dire que on n'est pas, si on regarde le détail, on n'est pas front contre front. Il y a des mesures, on en reparlera peut-être, qui sont quasiment plébiscitées, le CPA pour ne pas en parler, d'autres mesures qui suscitent une attitude plus modérée, d'autres sur lesquelles effectivement ça sera franchement compliqué, mais on a le sentiment quand on lit nos résultats qu'il y a toujours place pour la négociation pour telle ou telle mesure. Or là, clairement, on semble engagé dans un débat qui ne correspond pas véritablement à la réalité de l'opinion, c'est-à-dire une attitude plus nuancée selon les mesures. Alors justement, on va rentrer dans le détail des mesures. Sur le plafonnement notamment des indemnités prud'homales, on sait que cette mesure cristallise les mécontentements. Selon votre sondage, 44% des personnes interrogées se disent d'accord avec cette proposition, contre 54% pas d'accord. Quelle lecture faites-vous de ce résultat? Alors un peu celle que je vous ai dite. Là, on est typiquement sur la mesure la plus compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 44% globalement sur l'ensemble de la population. À vrai dire, le chiffre se renforce un tout petit peu quand on commence à regarder les gens qui sont directement concernés, c'est-à-dire les salariés, et là on a un chiffre qui est quand même beaucoup plus si j'ose dire, défavorable à l'égard de cette réforme, puisqu'on a entre 62 et 63%, c'est-à-dire pas loin de 2 personnes sur 3. Mais en tout cas, pas un refus global de la part des salariés. Alors, ça sera probablement difficile, ça sera probablement compliqué à négocier, mais clairement, la loi est compliquée. Où se situe le plafond? Comment faut-il le négocier? Mais clairement, on a une opposition franche, c'est clair, 2 personnes contre 3, enfin 2 personnes sur 3, mais pas une opposition totalement définitive et qui exclut toute forme de débat. Ouais. Et vous avez également analysé, en ce qui concerne le compte personnel d'activité. Ça, c'est un des points que le gouvernement, justement, veut mettre en avant, et il est visiblement plébiscité par les sondés. Effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Là, c'est un plébiscite, c'est-à-dire qu'on a des scores, si j'ose dire, de République bananière, c'est-à-dire que c'est 90%, quelle que soit la population concernée, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des ouvriers salariés, qu'il s'agisse des salariés d'une manière générale, y compris des retraités, tout le monde est absolument pour. Comme on se demande même pourquoi cette mesure n'a pas été mise en œuvre plus tôt, car vraiment, bon, celle-là, elle est plébiscitée. Alors, évidemment, c'est pas celle-là qui est mise en avant. Je pense que là, le gouvernement gère assez mal son agenda, puisque c'est quand même là-dessus qu'il faudrait qu'il insiste, puisque c'est clairement une mesure que tout le monde attend et qui est une partie intégrante de la loi. Donc, d'un certain point de vue, rejeter la loi, c'est aussi rejeter cette mesure. Raison pour laquelle, à mon avis, il y a là une manière pour le gouvernement de pouvoir négocier, et d'un certain point de vue aussi, de la part des syndicats. Ouais. En un mot, pour conclure, peut-être, il y a un problème de méthode et de communication de la part du gouvernement sur ce texte? Ce qui a été dit est partiellement vrai, c'est-à-dire que d'une part, peu de gens connaissent le détail de la loi, c'est-à-dire que ce qui nous frappe, nous, c'est... On ne la connaît pas encore, on attend effectivement encore la présentation le 24 mars. Oui, mais en tout cas, les grandes mesures sont connues. Quand on entend ici et là que c'est le principe ou la philosophie de la loi qui doit être rejetée, ça nous paraît très surprenant, notamment quand on voit que, par exemple, sur le référendum d'entreprise, on a, là encore une fois, effectivement une majorité, mais une très faible majorité de Français, aux alentours de 54-55% selon les catégories, qui s'opposent à ce type de mesure. Inversement, on a une très forte minorité, de 45, etc.,
Aujourd'hui, encore une fois, je me répète, on n'a pas affaire à des oppositions tranchées comme les opposants au projet de loi l'indiquent, mais plutôt quelque chose qui ouvre matière à négociation. Eh bien, La difficulté en France semble véritablement de négocier. Merci beaucoup, Gilles Achache, pour ces précisions. Je vous remercie. Sans surprise, la droite sénatoriale a présenté sa version de la révision constitutionnelle, bien déterminée à empêcher la création d'apatrides. Elle est revenue sur la rédaction de l'article 2 qui concerne la déchéance de nationalité. Si cette réécriture était votée en séance la semaine prochaine, les espoirs du gouvernement de convoquer un congrès s'éloigneraient encore davantage. Quentin Calmy. 3h30 de réunion en commission des lois pour discuter de la version du Sénat de la réforme constitutionnelle. Principale modification voulue depuis le départ par la majorité sénatoriale de droite. Seuls sont concernés par la déchéance de nationalité les binationaux afin de ne pas créer d'apatrides. Philippe Bas, le président de la commission des lois, a rédigé cette version du texte. La limite que nous ne pouvons pas franchir, c'est la création d'apatrides. C'est parce qu'il y a deux catégories de Français, ceux qui ont deux nationalités et ceux qui n'en ont qu'une, que nous sommes obligés, pour être justes vis-à-vis de tous, de faire la différence que nous n'inventons pas puisqu'elle existe déjà. Autre constat, depuis la présentation de cette version ce matin, la réforme constitutionnelle crée un désordre dans tous les groupes politiques. Difficile de prévoir qui votera cette version du texte. Notre groupe parlementaire est majoritairement opposé à ce projet qui, pour nous, est inutile, inefficace et qui est plus malheureusement un instrument de division que de rassemblement. Quant à l'article 1 qui constitutionnalise l'état d'urgence, communistes et écologistes sont contre. Le groupe écologiste, dans sa grande majorité, votera contre, ou peut-être tout le monde votera contre, je ne connais pas encore l'état des votes. Sur l'état d'urgence, hormis effectivement le groupe communiste et les écologistes, il semble effectivement que les élus socialistes ou les élus républicains sont plutôt effectivement favorables à la constitutionnalisation. Autre modification, les délits les plus graves ne peuvent plus être punis de cette déchéance de nationalité, contrairement à ce que souhaitait le gouvernement dans la version votée à l'Assemblée nationale. Suite du débat en séance publique à partir du 16 mars. Et dans le reste de l'actualité, au Sénat, la discussion d'une proposition de résolution pour instaurer un revenu de base. Une idée également partagée par le député Les Républicains Frédéric Lefebvre. Il est avec vous, Saveria Rojek. Frédéric Lefebvre, ça fait longtemps que vous portez cette idée de revenu de base universel. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire concrètement quels seraient les effets bénéfiques de cette mesure, de ce revenu de base universel ? D'abord, le premier effet, qu'on comprenne bien, voilà. Le premier effet, c'est d'éradiquer la pauvreté. Il y a eu beaucoup d'ersatz. Le RMI d'abord, le RSA finalement sont de cette logique, issus de cette logique. Mais le système auquel aujourd'hui nous ne couperons pas, parce que ce n'est pas une option, c'est une obligation. Vous le verrez d'ailleurs dans le monde entier aujourd'hui, on y vient. C'est un système où à la fois on crée un filet de sécurité pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est l'idée de ce revenu universel sans condition. Et avec immédiatement à la clé plusieurs avantages, puisque c'est la question que vous me posez. Le premier, c'est qu'en termes de gestion, vous faites des économies substantielles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des dépenses sociales, c'est 750 milliards à peu près. Et ensuite, la partie gestion du système, avec des documents que vous devez remplir, parfois qu'on vous donne au niveau local, parfois qu'on vous donne au niveau national, des systèmes de contrôle contre la fraude. Tout ça, c'est 35 milliards. 35 milliards, que chacun l'entende bien, c'est la moitié du déficit de la France. Et donc, si vous faites une allocation unique, sans condition, sans pour autant, évidemment, toucher au système d'assurance, la retraite, le chômage, tout ça ne sont pas touchés. Mais le reste, eh bien, progressivement, vous allez économiser 35 milliards d'euros sur la gestion du système. Voilà un premier point. Est-ce qu'il n'y aurait pas des perdants dans ce système, dans ce revenu de base ? Est-ce que les retraités, les chômeurs ne toucheraient justement pas moins d'allocations ? Alors c'est pas ça qui coince justement, parce que je rappelle que vous avez déposé un amendement à l'automne dernier qui a été retoqué par le gouvernement, qui n'est pas passé justement. Alors, c'est un peu compliqué, parce que j'ai déposé un amendement en demandant au gouvernement de travailler avec nous. Mais voilà, ne serait-ce que ça a été refusé. Ça a été refusé, mais en même temps, depuis, il s'est passé un certain nombre de choses. D'abord, j'ai discuté avec Emmanuel Macron. C'était à Vegas d'abord. J'ai échangé avec lui. Il est
qui est plutôt d'accord sur l'idée que aujourd'hui c'est incontournable, il faut travailler sur le sujet. J'étais invité chez vos confrères d'RTL, Myriam El Khomri était invitée, moi-même ensuite par votre confrère Calvi, et on s'est retrouvés, on a échangé sur le sujet. Là aussi, elle m'a confirmé qu'elle était prête à travailler sur cette question. Pourquoi d'ailleurs? Simplement parce qu'il faut regarder, si vous me permettez, que tout le monde comprenne bien, parce que c'est très important. On a un système aujourd'hui qui est complètement à bout de souffle. En 40 ans, on est passé de 400 000 chômeurs à plus de 6 millions. On a 8,5 millions de pauvres. Ça veut dire qu'on n'atteint pas nos cibles. On n'arrive pas à éradiquer la pauvreté. On n'arrive pas à éradiquer le chômage. Donc on a bien compris, c'est une révolution du modèle de protection sociale français que vous proposez. Et nous aurons l'occasion d'en reparler à une autre. Je vois que c'est compliqué, mais vous savez, il y a aussi les progrès techniques. Et c'est ça l'effet ciseau. Ouais. On a un rapport qui nous dit qu'il y a 3 millions d'emplois qui vont être détruits dans les 10 ans. Aujourd'hui, si on veut donc il faut trouver d'autres solutions pour le chômage. Payer les retraites. Vous me parlez des retraites. Elles ne seront plus payées dans moins de 10 ans si on ne change pas de modèle. Très bien. Merci beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup Saveria. Et au Sénat avait lieu ce matin des auditions de la Commission des finances sur l'évasion fiscale. Je vous propose tout de suite de réécouter les temps forts de ces travaux. Avec la globalisation de l'économie, on avait un hiatus beaucoup trop important entre des entreprises globales qui peuvent décider assez facilement de l'endroit où elles localisent leurs profits et des souverainetés locales qui étaient mal équipées pour mettre fin à ces pratiques. Nous avons proposé au G20 de s'attaquer à ce chantier de façon assez ambitieuse puisqu'on a prévu 15 mesures qui visaient toutes à mettre fin, non pas au schéma qui était connu, on avait plus de 400 ou 500 schémas fiscaux qui avaient été identifiés, mais plus aux racines du mal, de manière à ce que on ne s'obstine pas à fermer un schéma pour qu'un autre rouvre à côté, mais plutôt qu'on ait une approche plus fondamentale en s'attaquant aux racines du problème. On ne sait pas combien les multinationales payent d'impôts, on les suit assez peu, et c'est pourquoi nous avons eu une action pour essayer de mesurer l'ampleur de BEPS. On en est aujourd'hui entre 100 et 250 milliards de dollars par an, d'euros par an qui sont évaporés du fait de l'érosion des bases fiscales et des transferts des bénéfices. Et donc on a une approche économique avec des indicateurs que maintenant on va pouvoir suivre. Deuxième, transparence des entreprises vis-à-vis des administrations avec le reporting pays par pays qui obligera les entreprises à déclarer aux administrations fiscales quel est leur chiffre d'affaires et où il est localisé, où sont leurs profits et où ils sont localisés, où sont les impôts et combien sont payés, où sont leurs employés, où sont leurs actifs. Est-ce que vous pensez que, notamment dans la transposition de BEPS, il faut ou pas prévoir la publicité des déclarations? Pour nous, ça peut évidemment poser un certain nombre de problèmes dans un certain nombre de pays. C'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est clairement l'attitude des États-Unis, puisque dans ces sociétés, elles sont très souvent américaines, les sociétés qui réalisent de très grands bénéfices, des sociétés mondiales, et les États-Unis, bien sûr, sont dans l'OCDE, dans BEPS, mais il y a des réserves importantes qui ont été formulées par les États-Unis, et notamment les États-Unis ne se sont pas engagés sur ce fameux reporting pays par pays. Donc est-ce que pour vous ça pose un problème et comment justement résoudre cette question si les multinationales américaines, qui sont évidemment par définition sans doute celles qui bénéficient le plus de cette mondialisation, comment peut-on s'assurer qu'elles rentrent dans ce cadre si elles ne pratiquent pas le reporting pays par pays? Sur la publicité du reporting pays par pays, il y a manifestement un débat en France et partout ailleurs. Sur la nécessité ou pas d'obtenir que ce reporting soit rendu public par les entreprises. Ça veut dire qu'avec le reporting pays par pays tel qu'on l'a conçu, les entreprises vont révéler quelles sont leurs marges dans le pays A et quelles sont leurs marges dans le pays B, ce qui est extrêmement intéressant. Il y a un petit risque, qui est que l'administration fiscale du pays A, où la marge va être de 10% alors qu'elle est de 15% dans le pays B qui est son voisin, se disent « il me manque 5%, je fais un redressement de 5%. » Alors que les conditions de marché pourraient être différentes. Ce n'est pas de la planification fiscale qui expliquerait ça, mais le fait qu'il y a un compétiteur dans le pays B alors qu'il y a un concurrent dans le pays B alors qu'il n'y en a pas dans le pays A. Et donc, les pays étaient un peu nerveux à l'idée que cette information soit publique et qu'elle soit mal utilisée. D'où cette mécanique assez compliquée d'échange de renseignements qu'on a néanmoins mise en œuvre, puisque dès le mois de janvier, on a plus de 30 pays qui ont signé des accords d'échange de renseignements précis en s'appuyant sur la Convention multilatérale d'échange de renseignements. Donc c'est des accords exécutifs qui
prévoit les modalités pratiques d'échange de ce type de renseignements. Alors, est-ce que ceci est satisfaisant d'un point de vue du public? La réponse est non. Les journalistes, les parlementaires, les observateurs divers et variés aimeraient bien avoir cette information. Il se trouve que moi, je suis agnostique sur cette question. Moi, je fais mon travail qui consiste à appliquer un accord qui a fait l'objet d'un compromis à l'OCDE. Il se trouve que les petits pays qui sont les plus vulnérables, petits pays africains, par exemple, les pays en voie de développement, mais aussi d'autres grands pays, ne peuvent pas demander de l'information extraterritoriale. Vous ne pouvez pas demander à une filiale américaine, par exemple, en France, de donner de l'information sur les relations entre sa filiale à Hong Kong et sa filiale en Chine. Parce que c'est extraterritorial. Et de nombreux pays ont fait l'analyse constitutionnelle et ont dit on ne pourra pas demander cette information. Donc on a besoin, si on la demande, au moins de pouvoir la vérifier avec le pays de siège. Et comme les pays de siège, les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, qui sont des pays très importants de siège, sont plutôt réticents et disent non, nous on ne vous donnera l'information que si c'est canalisé, eh bien acceptons que ce soit canalisé, parce que si on a beaucoup de sympathie pour les parlementaires, pour les journalistes et pour les universitaires, on a encore plus de sympathie pour nous-mêmes, à savoir les administrations fiscales. Il faut qu'on ait cette information. Et on ne veut pas mettre en danger le fait que les administrations fiscales aient cette information pour la donner au public. D'où cet accord de l'OCDE qui peut être considéré comme frustrant par certains, mais qui va garantir que dès 2017, cette information sera échangée. Et ce qui est intéressant, si on garde ça en tête par rapport au débat, c'est qu'une fois que vous avez le portrait de la société, la récurrence annuelle de l'information sera intéressante, mais un peu moins cruciale que le fait de l'avoir une fois pour toutes, en quelque sorte. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est que rien ne mette en danger le fait que les États-Unis et quelques autres s'assurent de bon respect de l'échange de renseignements tel qu'il a fait l'objet d'un accord. Alors, ça me permet de répondre à votre seconde question, qui est le rôle des États-Unis dans tout ça. Contrairement à ce que disent un certain nombre d'entreprises ou de groupements d'entreprises, je ne désignerai personne, mais vous reconnaîtrez peut-être une association de très grandes entreprises françaises, cotées et privées, mais je n'ai nommé personne, qui disent que les États-Unis ne comptent absolument pas faire ça. J'ai vu des papiers, je débat avec eux. C'est faux, c'est inexact. Les États-Unis vont appliquer le reporting pays par pays en 2016, compte pour être déclaré en 2017. La seule difficulté qu'on a pour être techniquement exact, c'est qu'ils ne le feront qu'à compter des entreprises qui remplissent leurs comptes au 1er juillet 2016. Ils ont 6 mois de retard. On a le vrai risque d'avoir, et c'est pour répondre à votre question sur les mesures unilatérales et que faire en Europe, on n'est pas du tout à l'abri, malgré les avancées énormes de la coopération fiscale, d'avoir une sorte de guerre fiscale larvée ou ouverte entre l'Europe et les États-Unis. En tant que diplomate multilatéral, je ne vous encouragerai pas à aller dans la voie de la guerre ouverte, parce que dans une guerre, tout le monde y perd. Alors que si on a davantage de coopération, on maintient notamment les États-Unis qui peuvent être dans des situations politiques parfois un peu compliquées, on verra ça à la fin de l'année, on maintient les États-Unis dans un débat, non seulement avec l'Europe, mais avec les pays du G20. D'où l'importance, me semble-t-il, d'essayer de limiter le caractère unilatéral des mesures. Et, naturellement, les mesures fiscales, elles sont unilatérales, puisque la compétence, elle est souveraine, elle est domestique. Néanmoins, si ces mesures unilatérales peuvent être aussi proches que possible d'un accord international, on limite les risques de frottement. À défaut d'un rôle de gendarme, avez-vous au moins un rôle de contrôle une fois que le BEPS aura été mis en mouvement? On n'en est pas au contrôle, on en est déjà à espérer qu'elles seront correctement remplies, ou en tout cas qu'elles seront remplies en 2017 et échangées 2017-2018. C'est vrai qu'il faudra à un moment ou un autre aller vérifier la crédibilité. On a donné beaucoup de flexibilité aux entreprises et on a été, je crois, très réaliste. On est un peu critiqué pour ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas essayé de concevoir le système parfait, cartésien, un peu à la française, qui fonctionnerait à coup sûr, mais partant de rien, avec des oppositions très fortes des entreprises et les réticences significatives d'un certain nombre de pays, on s'est dit soyons pragmatiques. Donc déjà, on met un seuil
qui est un peu élevé, 750 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus, de chiffre d'affaires. Mais déjà, commençons avec les grands pour voir ce que ça donne. Ensuite, on a dit, vous déciderez la façon dont vous consolidez vos comptes. Ça peut être du top-down, du bottom-up, je ne rentre pas dans les techniques comptables, mais vous faites comme vous voulez. Ce qu'on veut, c'est avoir un reporting pays par pays avec ces 7 colonnes et ces lignes qui correspondent aux pays dans lesquels vous opérez. Et je pense que les opportunités de planification ou d'abus sont pas nulles, mais fondamentalement, on va voir un paysage. Et ce qui compte, c'est pas le détail là-dessus. On n'est pas sur une déclaration fiscale détaillée. On est sur à quoi ressemble le paysage. Est-ce que mes activités sont en Europe et en Chine et mes profits sont aux Bermudes ou pas? Et c'est ça, je crois, que ça révélera assez facilement. À quand l'effet? On a l'action 11 qui précisément a mis en place une dizaine d'indicateurs pour mesurer l'effet des mesures BEPS. Donc on verra ça avec le temps. Ce que j'entends de la part des avocats américains, de la part des avocats luxembourgeois, c'est que les choses bougent. Il n'y a plus aucune structure qui se met en place aux Bermudes, mais au contraire, de nombreuses structures sont en train d'être démantelées dans de nombreux pays. Quand vous parlez aux entreprises, je pense que vous le faites, vous entendez soit des entreprises qui vont vous dire oui, on est en train de changer, et il y en a un grand nombre, soit des cris, notamment les entreprises américaines qui disent que tout cela est scandaleux, que c'est l'insécurité juridique absolue, qu'on va avoir de la double imposition. Et c'est pas totalement faux. On est en train d'avoir un phénomène qui va changer la dynamique et on a une période de transition où on peut avoir des risques de double imposition qu'il va falloir traiter parce que ce sont des choses qui ne sont pas positives. Le musée du Luxembourg accueille le célèbre musée des Beaux-Arts de Budapest à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 juillet, alors qu'il est fermé pour travaux. Gréco, Manet, Cézanne ou encore Rembrandt, cette exposition est l'occasion de découvrir 85 des plus grands chefs-d'œuvre conservés par l'institution hongroise Faustine Saint-Geniès. Dürer, Le Gréco, Manet ou encore Rippel-Ronaille, des peintres exceptionnels réunis en ce moment au musée du Luxembourg à Paris, dans une exposition dédiée aux chefs-d'œuvre de Budapest, alors que le musée des Beaux-Arts de la capitale hongroise est en travaux. C'est très difficile, à partir d'un musée qui est quand même très grand, c'est un des grands musées d'Europe, de faire une sélection idéale pour un lieu comme le musée du Luxembourg, qui est beaucoup plus petit. C'est une sorte de petit concentré de musée qu'on a fabriqué. Un petit concentré haut en couleurs qui rassemble notamment les plus grands artistes de la Renaissance germanique. C'est une peinture fascinante qu'on aime beaucoup en France, mais qu'on a peu dans nos collections. Et là, cette salle où on a les 3 grands noms réunis, Albert Dürer, Albrecht Altdorfer et Cranach, c'est une sorte d'idéal absolu de la peinture allemande. Une peinture allemande empreinte de protestantisme, plus ambivalente que celle de la Renaissance italienne. Cette lamentation du Christ mort de Lucas Cranach l'Ancien est emblématique de l'esprit critique de la Renaissance germanique. Un artiste comme Cranach a travaillé pour des commanditaires catholiques tout en étant proche des théories de Luther. Donc on a cette ambiguïté permanente. Donc c'est vrai que la façon de représenter les grands sujets religieux en Allemagne diffère. Et on peut dire qu'elle a ce petit côté critique. Dans les salles réservées à l'impressionnisme, le visiteur pourra découvrir les liens souvent inconnus entre artistes français et artistes hongrois. Les Hongrois au XIXe siècle ont été complètement fascinés par la France. C'est ce qu'on a voulu montrer dans la dernière partie de l'exposition. Cette forme d'impressionnisme hongrois qui est assez curieuse, très séduisante, avec une palette de couleurs très différente finalement de celle de la peinture française, des points communs. Cette ambiance de plein air, cette façon de peindre par touches très colorées. L'exposition permet aussi de découvrir des artistes hongrois comme Pál Sinyei-Mers avec ce tableau intitulé L'Alouette. Ça concentre toute l'atmosphère de cette Europe centrale, de cette Hongrie moderne, regardant les nouvelles tendances de la peinture et en même temps exprimant quelque chose de très différent. Pour sonder la richesse de cette collection hongroise, rendez-vous au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 10 juillet.
18h passées d'1 minute, toujours en direct sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. La loi travail à l'épreuve de la rue. Des manifestations ont lieu partout en France. Entre 400 000 et 500 000 personnes selon les syndicats. À Paris, 100 000 personnes ont défilé selon la CGT. L'UNEF appelle à une nouvelle journée d'action le 17 mars prochain. Analyse et débat dans un instant. Le Sénat réécrit en commission la révision constitutionnelle pour éviter de créer des apatrides. Il veut limiter la déchéance de nationalité aux binationaux, à la différence de l'Assemblée nationale, ce qui risque d'empêcher la réunion d'un congrès. Et pour Nicolas Sarkozy, il y a une ambiance fin de règne. L'ancien président, dans un entretien au journal Le Monde, prédit que la loi travail accouchera d'une souris. Le président des Républicains dit aussi vouloir supprimer 300 000 emplois publics. Le détail à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner jusqu'à 18h30, notre journaliste en duplex, Tam Tranui, au cœur de la manifestation étudiante à Paris. Le multiplex, c'est tout de suite. Et on retrouve tout de suite Tam Tranui, toujours en direct de la manifestation à Paris. Les chiffres commencent à tomber. Tam, on parle d'environ 400 000 à 500 manifestants partout en France, 100 000 à Paris selon les chiffres de la CGT. Oui, effectivement, je suis à Place de la Nation, au point d'arrivée de la manifestation qui est partie il y a maintenant environ 3 heures de la Place de la République. Et ici, eh bien, la manifestation se vide peu à peu. Place de la Nation, il y a de moins en moins de monde. Mais effectivement, déjà, eh bien, les organisateurs crient victoire. Ils estiment qu'il y a eu du monde pour ce tour de chauffe, car c'est ainsi qu'était considérée cette première journée de mobilisation dans la rue. Ici, on parle de 500 000 manifestants en France. À n'en pas douter, les chiffres du ministère de l'Intérieur seront sans doute bien inférieurs. Alors ici, tout à l'heure, on a entendu pas mal de musique, on a entendu des pétards, on a vu même des familles venir ici manifester. Et on a surtout entendu, bien sûr, des slogans. La loi El Khomri est synonyme de vie pourrie pour certains. C'est la loi des patrons. On a pu aussi entendre crier non pour le retour à Germinal. Vive la grève générale. Ici, il y a eu bien des syndicalistes, des hommes politiques, mais aussi surtout bien sûr des jeunes qui sont à l'origine de cette manifestation. D'ailleurs, l'UNEF compte bien capitaliser sur la mobilisation d'aujourd'hui et appelle déjà une nouvelle journée d'action pour le 17 mars. Merci beaucoup Tam pour ces précisions. Alors aujourd'hui, eh bien, c'était la première journée test pour l'exécutif avec cette première mobilisation étudiante contre la loi El Khomri. Je le disais, des manifestations ont lieu un peu partout en France et à Paris, malgré la pluie qui s'est abattue sur la capitale. Voyez ce reportage dans le cortège parisien. Jordan Klein avec Stéphane Amalian. Le ton est donné. Les syndicats ne veulent pas de ce texte et comptent bien le faire savoir. Nous disons donc que ce texte-là doit être retiré purement et simplement et que de véritables négociations doivent s'ouvrir pour savoir comment on construit de véritables garanties du XXIe siècle. Les syndicats ont procédé ce matin à un tour de chauffe devant le MEDEF, puis le ministère du Travail, avant d'être rejoints par la jeunesse, place de la République. Un mot sur toutes les lèvres, précarité. Du CPE El Khomri, ça fait 10 ans, et ça fait 10 ans qu'on est dans la même précarité, voire pire, et que du coup les attaques sont de plus en plus violentes, et qu'on est, voilà, on est content qu'il y ait un sursaut. Certains responsables politiques voient cette mobilisation comme un mouvement quasi irréversible. C'est évident que c'est une lame de fond qui se met en mouvement aujourd'hui. Et le fait qu'il y ait dès cette première journée à la fois un très grand nombre de jeunes, la jeunesse étudiante, lycéenne, et en même temps beaucoup de salariés, et que tout ça se converge dans les mêmes mobilisations, c'est très prometteur pour la suite. Le mouvement touche les principales villes de France. Une centaine de lycées a été bloquée dans la journée. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Imen Miraoui, bonsoir. Vous êtes secrétaire national des Jeunes Socialistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également François Patria, bonsoir. Sénateur socialiste de la Côte d'Or. Didier Porte est également avec nous sur ce plateau, secrétaire confédéral du secteur juridique chez Force Ouvrière. Et enfin, Vincent Capo-Canella, bonsoir. Sénateur UDI-UC de la Seine-Saint-Denis. Merci à tous les quatre d'être avec moi. Première question pour vous, Imen Miraoui. On le voit, c'était un premier test pour la mobilisation étudiante. Est-ce que vous êtes satisfaite de la mobilisation? On parle de 400 000 à 500 000 personnes partout en France, 100 000 à Paris.
Satisfaite d'une mobilisation contre un projet de loi d'un gouvernement socialiste, je ne sais pas si j'emploierai ce mot. J'aurais préféré ne pas avoir fait cette manifestation. Maintenant, oui, on a vu qu'il y avait une pétition qui avait donné lieu à une forte mobilisation. Beaucoup nous disaient que ça allait rester simplement une mobilisation sur Internet, compte tenu en plus du mauvais temps, qu'il y aurait très peu de monde dans la rue. Donc on voit bien qu'il y a quand même un malaise avec ce projet de loi. Donc pas satisfaite qu'il y ait une manifestation contre un gouvernement socialiste, mais en tout cas satisfaite que les étudiants, les jeunes, puisque je parle au nom de la jeunesse, se soient mobilisés et prêts à se débattre de ceux qui les concernent, puisqu'on parle bien évidemment d'avenir. François Patriat, quand la gauche défile contre la gauche, quand les jeunes socialistes, l'UNEF, également syndicat étudiants marqués à gauche, défient le gouvernement, est-ce qu'il faut entendre cette jeunesse ? J'ai entendu les propos à l'instant, je pense que ce texte de loi ne mérite pas autant d'indignité. Mais que si la manifestation aujourd'hui, qui est un succès, malgré tout, il y a du monde, constatons-le, je crois qu'elle est le fruit d'un texte de loi qui a été sur le plan de la communication mal engagé aujourd'hui. Et si ce texte, que je prie, n'est pas révolutionnaire, mais qui à mon avis est un texte nécessaire pour la réforme juste, qu'on doit attendre ce pays, une réforme juste, on ne peut plus vivre avec les logiciels du siècle dernier, des années des 30 glorieuses. Il faut comprendre aujourd'hui qu'on a besoin de plus de souplesse, mais pas de recul. Ce texte de loi ne met en aucun cas en cause les droits acquis. Mais ce que je ne comprends pas, je le dis à ma camarade jeune socialiste, c'est qu'aujourd'hui, la galère qu'ils dénoncent, d'après la loi, c'est celle qu'ils vivent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils vivent comme des... C'est vrai que ce projet de loi est présenté par le gouvernement pour lutter contre la précarité des jeunes, et c'est au contraire ce qui inquiète les jeunes dans ce texte. Les jeunes vivent dans la précarité. Ils vivent la précarité. Et ce qu'on leur propose, c'est d'en sortir par d'autres mesures qui apporteront à la fois des garanties et de la souplesse en même temps. Tous les pays d'Europe l'ont fait. La France le refuse, elle est dans l'immobilisme, je le regrette. Ouais. Didier Porte, au contraire, vous demandez bien le retrait de ce texte. On sait que Jean-Claude Mailly a quitté finalement la table des négociations. Il ne veut pas amender ce projet de loi, il demande simplement, purement et simplement son retrait. Tout à fait. Nous avons rencontré le Premier ministre lundi dans le cadre d'une réunion de concertation. Et donc, le Premier ministre a été tout à fait clair sur la philosophie générale du texte. Ils ne reviendront pas dessus. Et nous, effectivement, on considère que ce n'est pas en touchant 2 ou 3 points impactés par cette loi qu'on va résoudre, moi je dirais même, la révolution qui est prévue dans ce texte, Monsieur Patriat. Parce qu'il faut bien se rendre à l'évidence qu'on remet en cause 50 ans de négociations collectives aujourd'hui en France, qu'on revient sur un système républicain qui permet une égalité de droits, une égalité de traitement et qui va complètement balkaniser les droits des salariés au niveau de l'entreprise sous prétexte d'une adaptation au plus près du terrain. Voilà. Et quant à la journée d'aujourd'hui, effectivement, c'est un bon galop d'essai. Comme il a été rappelé dans votre reportage, c'était une journée à l'initiative des jeunes. Certaines organisations syndicales ont apporté leur soutien. Plusieurs centaines de milliers de manifestants, une grosse mobilisation, 200 manifestations aujourd'hui. Et je crois que pour nous, ça augure de bons avenirs, notamment pour la journée du 31 mars, où là, il y aura vraiment un appel à la grève interprofessionnelle, à l'appel de plusieurs syndicats et aussi des jeunes qui nous suivront. Vincent Capot-Canella, est-ce qu'il faut être à l'écoute de cette génération qui se dit sacrifiée? C'était un des slogans qu'on a pu entendre aujourd'hui. À l'écoute, bien sûr, parce que cette génération veut s'exprimer. Il y a une incompréhension. Je crois que le gouvernement présente un texte qui est à la fois du réalisme et du reniement. Reniement, parce que je suis maire du Bourget, et j'ai entendu, moi, le fameux discours du Bourget de François Hollande, qui était l'opposé de ce qu'il propose aujourd'hui. Alors, c'est à la mesure du reniement, c'est-à-dire qu'il a fallu se rendre compte, à l'évidence, que les recettes dites classiques pour l'emploi ne produisent pas leur effet et qu'aujourd'hui, il faut venir sur des solutions que d'ailleurs le Sénat avait commencé à initier. Au moment de la loi Macron, nous avions voté ici un certain nombre de dispositions, y compris celle qui fait débat aujourd'hui sur le licenciement. Oui. Et avec retoquée par le Conseil constitutionnel, il faut le rappeler. Pas celle-ci, non, c'était sur le barème. Mais c'était l'Assemblée qui ne nous avait pas suivis sur le licenciement. Le ministre avait donné un avis favorable là-dessus. Donc il y avait déjà des tentatives de la part du gouvernement d'avancer sur ce thème-là. En fait, il faut de la flexibilité pour favoriser l'emploi, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, comme tous ceux qui sont précaires, comme tous ceux qui cherchent un travail, sont dans la difficulté parce que le marché est trop rigide. Et donc, quand on se compare, on a des taux de chômage qui sont supérieurs à ceux de nos équivalents. Il faut garder les spécificités françaises, mais aussi s'adapter. Donc, c'est un travail qui est difficile. Et je pense qu'effectivement, le gouvernement, qui avait commencé par différents rapports, a finalement rendu une copie qui était un petit peu différente, d'où quelques maladresses là-dessus.
et il me semble d'intérêt collectif qu'on franchisse cette étape, qu'il y a un travail d'explication qui a manqué, je pense, là-dessus, et qu'on se rende compte que le pays doit s'adapter. S'adapter pour l'emploi, même si c'est difficile, même si ça revient sur un certain nombre de promesses qui avaient été faites un peu légèrement, me semble-t-il. Pourquoi ce discours passe mal auprès de la jeunesse, Imen Miraoui? On a entendu François Patria parler peut-être d'un procès injuste qui est fait à cet avant-projet de loi. Alors déjà, c'est pas nouveau. À chaque fois qu'un gouvernement porte un projet de loi qui réforme le travail, on nous dit que c'est en notre nom, en nom des jeunes, sans nous consulter. L'idée de dire qu'on va accorder plus de souplesse, pour moi, c'est pas un discours qui est nouveau. Dans ce projet de loi, on voit évidemment les nouveaux instruments pour ajouter de la flexibilité au marché du travail, mais pas de sécurité, malheureusement. Quand on décide d'élargir le champ de la négociation collective au détriment de l'ordre public, moi, je crois que il faut que ça se fasse, effectivement, mais à une seule condition, dès lors que la négociation collective, elle est favorable aux travailleurs. Pas si elle permet un recul. Et aujourd'hui, on voit que le principe de faveur, qui est un principe protecteur des travailleurs, aujourd'hui est simplement supprimé. Puisque si un accord collectif qui est défavorable aux salariés peut primer sur la loi, moi j'y vois un recul et une régression sociale qu'on n'accepte pas quand on est jeune. On voit qu'aujourd'hui, 25% des jeunes sont au chômage, 40% dans les quartiers dits populaires, parfois au-delà des 50% dans les dom-toms. Pour moi, c'est pas en touchant au code du travail qu'on va résoudre le problème de l'emploi. On a un ministère de l'économie et de l'emploi et un ministère du droit du travail. C'est deux sujets qui sont différents. Le code du travail, pour moi, il a un seul objet, c'est de protéger les travailleurs. Et ces protections, elles doivent être renforcées à mon sens. Quand on est dans une... je ne sais pas si on peut parler de crise quand on connaît une situation qui dure depuis 40 ans, mais lorsqu'on a un spectre du chômage qui hante tous les salariés, tous les travailleurs, à mon sens, on devrait renforcer les protections des travailleurs. Répondez-vous, François Patria, les jeunes voient plus l'aspect flexibilité que l'aspect sécurité dans ce projet de loi et ils demandent également au gouvernement de revoir sa copie. Oui, je prends un exemple sur la précarité. La plupart des embauches dans les petites entreprises qui créent de l'emploi aujourd'hui dans notre pays se font en CDD. Ça, c'est la précarité. C'est des CDD renouvelés. Ça, et à la fin, rien. Alors que ce que propose ce texte de loi, c'est plus de CDI. Et plus de CDI en donnant aux employeurs plus de visibilité, non pas plus de garantie, mais en aucun cas un recul. En quoi, aujourd'hui, vouloir plus de CDI et moins de CDD est-il une précarisation des travailleurs? Répondez-moi. Si je peux me permettre, on a commencé déjà en août avec une loi à permettre le renouvellement non plus une seule fois dans CDD, mais 2 fois. Donc je ne vois pas en quoi permettre de renouveler encore plus facilement les CDD va créer du CDI. J'ai dit l'inverse. Et deuxième chose... J'ai dit l'inverse. Deuxième chose, sur la question... moins de CDD, plus de CDI. Oui, mais je ne vois pas en quoi cette loi va permettre justement l'embauche de plus de CDI, puisqu'on voit aujourd'hui que les négociations collectives, notamment, vont permettre plus facilement aux employeurs d'augmenter le temps de travail, par exemple. Je ne vois pas en quoi augmenter le temps de travail ou faciliter les licenciements vont créer de l'emploi. C'est quelque chose qu'on nous sort depuis une quarantaine d'années qui ne fonctionne pas. Mais attendez. Alors, François Patria, pardon, avant de poursuivre ce débat en plateau, on va peut-être refaire un tour place de la Nation, car Tam Tranui nous attend avec une manifestante. Elle va nous expliquer justement pourquoi elle a souhaité se mobiliser aujourd'hui. Oui, je suis avec Viviane qui a participé à la manifestation aujourd'hui. Effectivement, Viviane, pouvez-vous nous dire les raisons pour lesquelles vous avez choisi de défiler dans la rue aujourd'hui? Oui, parce que je suis contre cette loi qui consiste à faciliter les employeurs au licenciement. Et donc, je trouve ça inadmissible qu'on se place encore du côté des plus forts pour licencier les plus faibles. Encore une fois, on s'en prend toujours au peuple, hein, donc c'est plus facile aux salariés. Donc, et puis moi, je me trouve effectivement dans une situation qui est similaire. Quelle est votre situation personnelle? Effectivement, vous nous avez expliqué que vous étiez concerné par ce projet de loi. Oui, j'ai été licenciée par mon employeur, mon ancien employeur, licenciement abusif, et pour des raisons en plus, des raisons de harcèlement moral et sexuel, que j'ai porté plainte et je n'ai pas eu de gain parce que, gain. Vous n'avez pas eu gain de cause. Gain de cause, et voilà, et j'ai été pénalisée et puis il m'a licenciée d'une manière abusive, quoi. Voilà, donc je suis au prud'homme et donc mes pénalités, comme il y a eu le plafond. Vous êtes donc concerné par l'une des mesures de ce projet de loi, c'est le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif. Exactement, donc ça me pénaliserait moi au niveau de mon préjudice subi et
et donc c'est pas du tout, ça m'arrange pas du tout parce que le préjudice y est et donc on minimise le préjudice fait de l'employeur. Encore une fois, on lui facilite la vie à lui, mais pas aux salariés. Voilà, et je trouve ça vraiment inadmissible. C'est vraiment démagogique. Est-ce que vous êtes personnellement engagé politiquement? Est-ce que vous êtes venu à l'appel bien de ces syndicats ou de ces partis qui ont appelé à manifester aujourd'hui? Non, pas du tout. Moi, je suis indépendante. Je suis pas politique du tout. Je n'aime pas du tout ce système. D'ailleurs, j'aimerais qu'on change de système, car il ne convient pas du tout à ce pays aujourd'hui. Il ne convient plus, du moins. C'est plus que ce pays a besoin et ils ne répondent pas du tout aux exigences du peuple. Ils n'écoutent plus. Alors, il s'appelle dialogue social, je veux bien, il a changé de nom, mais nous, on ne le voit pas, le dialogue social. Personnellement, moi, je vois personne, aucun ministre me adresser. J'ai beau eu à écrire à des ministres qui m'ont répondu et se sont servis de moi comme balle de ping-pong, se sont envoyés des courriers de ministère à ministère, mais je n'ai jamais eu de réponse. Donc le dialogue social, pour moi, il n'existe pas. Merci beaucoup, Viviane, d'avoir répondu à nos questions, donc en direct de la place de la Nation, où se termine donc la manifestation à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tam, merci pour ce témoignage. Didier Porte, on le voit, un des points qui cristallise les tensions, c'est aussi cette question du plafonnement des indemnités prud'homales. Là aussi, il n'y a aucune négociation, aucune marge de manœuvre possible, alors que les entrepreneurs disent souvent bien qu'ils n'embauchent pas à cause de cette problématique liée aux conditions d'exercice de licenciement. Oui, ça c'est un refrain qu'on entend depuis plus de 40 ans. Il faut faciliter les licenciements pour demain pouvoir embaucher. Donc il est clair que ce plafonnement ne répond pas, à une réparation adéquate des dommages subis par les salariés. Hein, ça c'est une chose importante. Et les plafonds qui sont proposés dans le cadre de cette loi sont ridiculement bas. Donc il faut effectivement retirer cet article, et je crois que l'ensemble des organisations syndicales sont d'accord sur ce point, notamment, même si l'ensemble des organisations syndicales ne sont pas OK pour retirer l'ensemble du texte, mais au moins sur ce point, effectivement, ça n'est pas normal de contourner le juge et ne pas lui laisser cette autonomie de décision sur des dossiers qui restent individuels. Vincent Capo-Canella, comment peut-on être sûr finalement que les entrepreneurs vont jouer le jeu, que les entreprises, finalement, si on leur facilite les conditions d'exercice du licenciement, mais aussi si on leur permet un plafonnement des indemnités prud'homales, vont jouer le jeu de l'embauche? Alors d'abord sur le plafonnement, le débat a déjà eu lieu. Le Parlement l'a voté, Sénat, Assemblée nationale. Il y a eu une censure partielle du Conseil constitutionnel parce que le système qui était proposé était fonction de la taille de l'entreprise et ce point-là, il doit être revu. Je précise que par rapport à la dame dont nous avons entendu le témoignage tout à l'heure, dans son cas, s'il y a harcèlement, le plafonnement ne s'applique pas. Ah bon, faut être clair sur tout ça. Quand il y a un préjudice, effectivement, comme ça, il n'y a pas de plafonnement. Bon. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est que et le salarié et le chef d'entreprise sont confrontés à des délais qu'il fallait réduire au prud'homme, et ensuite à une diversité des montants, et que parfois il peut y avoir une inégalité. Bon. Ensuite, on part de l'idée que l'entreprise, pour créer de l'emploi, a besoin d'avoir une visibilité. Il peut arriver qu'à certains moments, les marchés soient moins bons, les commandes soient moins bonnes, le secteur soit en restructuration. Et dans ce cas-là, il peut arriver que l'entreprise ait besoin de restructurer sa masse salariale, restructurer malheureusement son effectif. C'est douloureux, mais il faut savoir le faire avant que l'entreprise ne coule totalement. D'où l'idée de dire, au cas où il faudra procéder à un licenciement, il y a une évaluation qu'on peut avoir à l'avance du coût et du montant que le salarié recevra. Voilà, donc ça peut être sécurisant pour les deux. Ça, c'est la version optimiste. Et puis, on peut effectivement craindre que dans un premier temps, c'est un risque, ça favorise un certain nombre de licenciements. À terme, ça marche. Donc ça, vous l'admettez? Un chiffre. L'Allemagne a détruit 7 fois moins d'emplois que nous pendant la crise de 2009 parce qu'elle avait ce système. Et donc nous, on en a détruit avec le système que certains vendent aujourd'hui 7 fois plus. Voilà, donc il faut avoir cette idée-là en tête. Un peu de flexibilité, une visibilité pour l'entreprise et pour le salarié, ça peut aider l'emploi. François Patria, on voit bien que François Hollande et Manuel Valls se retrouvent pour la première fois devant le peuple de gauche. La manifestation, la mobilisation est importante. On peut penser que c'est un premier tour de chauffe. On sait déjà qu'il y aura une nouvelle journée d'action le 17 mars. Il y a toujours l'ombre d'un CPE qui plane. Alors comment on fait pour sortir la tête haute de cette situation? D'abord, on commence par ne pas répondre aux clichés, aux contre-vérités, aux amalgames. Est-ce que c'est pas trop tard? Non, attendez, on n'a pas pu répondre tout à l'heure à la question. Alors allez-y.
Madame dit qu'on va augmenter le temps de travail. C'est faux. Dans une entreprise, elle est fonction de ses commandes. Il y a des moments où on doit travailler moins et des moments où on doit travailler plus en fonction de la charge de travail. C'est ça la loi aujourd'hui. Permettre de fois de travailler moins, plus. Donc il n'est pas question d'allonger le temps de travail. En second lieu, pour la dame qui est intervenue, la situation dramatique, c'est vrai. Mais en quoi la loi telle qu'elle est aujourd'hui l'a-t-elle protégée? Elle a vécu toutes les vicissitudes de la situation actuelle que nous voulons changer. Justement, la loi Varginal. Et troisième chose, je voudrais vous dire, j'ai l'exemple. J'ai présidé une association qui avait 2 centres pour les enfants en difficulté. Il a fallu, parce qu'il y avait des problèmes financiers à l'époque, restructurer pour avoir un centre. J'ai dû verser, et il y avait 5 licenciements prévus, j'ai dû verser les indemnités prud'homales qui ont mis l'association en faillite. Il y a eu 25 emplois de supprimés. L'association a disparu, le site a disparu, parce qu'aux indemnités prud'homales, elles étaient tellement énormes que l'association n'a pas pu subir. Au lieu de 5 emplois, il y a eu 20 emplois de supprimés. Voilà ce qu'aujourd'hui. Donc nous voulons y mettre fin. C'est une solution qui permettra de maintenir de l'emploi. La flexi-sécurité, ça existe. Le CPA, personne n'en parle aujourd'hui. C'est quand même la gauche qui l'a voté, alors que c'est voté. Voilà, donc, pour répondre à la gauche, oui, je crains que cette mobilisation s'amplifie. Le gouvernement doit continuer à négocier, à expliquer. Je crois qu'il faut expliquer la vérité sur ce texte, montrer à la fois les points forts qu'il a, les améliorations qu'on peut y faire. C'est la seule façon qu'on a aujourd'hui. Je souhaite qu'il ne soit jamais retiré et qu'il puisse aboutir. Alors, Imane Mia, oui. Alors, contrairement à mon camarade, les jeunes socialistes souhaitent son retrait parce qu'on ne partage pas du tout la philosophie qui guide ce texte, qui est de dire qu'aujourd'hui, le Code du travail explique le chômage. Sur l'augmentation du temps de travail, vous dites, oui, en fonction de l'activité de l'entreprise, on peut être amené à travailler plus ou moins. Nous, on ne partage pas du tout cet avis. On estime que l'emploi, le chômage aujourd'hui ne s'explique pas du simple fait du Code du travail, mais d'un ensemble de facteurs. On est dans une économie qui est mondialisée, on a une augmentation de la démographie, on a le travail des femmes aussi qui est... prégnant. On a également des gains de productivité qui ont été permis par le progrès technique, et c'est heureux, et par aujourd'hui le numérique. Et donc nous, on est dans une logique de dire, fidèlement à l'histoire et l'identité de la gauche, de dire que s'il y a une réforme du travail qui doit se faire, elle doit se faire pour de nouvelles conquêtes des droits sociaux, notamment les nouvelles souffrances au travail. On voit notamment le burn-out, des gens qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à faire face aux responsabilités dans leur travail ou parce qu'ils sont en chômage depuis de nombreuses années. Donc ça, peut-être, ça serait une question à évoquer, du moins dans le cadre d'une réforme de gauche. On parlait tout à l'heure aussi d'immobilisme. Moi, c'est quelque chose qui me dérange parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ça. Il faut à tout prix agir rapidement pour donner l'image qu'on fait quelque chose. Je crois que le politique, il est là aussi pour prendre du recul, de réfléchir dans un contexte qui est global. Encore une fois, on parle d'Allemagne. Un article est sorti dans Le Monde, je crois, hier, qui parlait de 12,5 millions de travailleurs pauvres. Est-ce que c'est ce vers quoi on souhaite tendre? Absolument pas. Donc nous, les jeunes socialistes, on appelle au retrait du projet de loi parce qu'il cristallise trop de débats, et notamment auprès de nos partenaires de gauche. On voit qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans la rue, c'est les gens qui ont voté pour François Hollande. Donc elle permet ni de résoudre la question sociale et économique, ni la crise démocratique qu'on est en train de vivre, parce que effectivement, la gauche est en perte de repères. Didier Porte. Je voudrais rappeler quand même quelque chose. Il a été évoqué la question de la sécurité autour de cette table, et notamment au travers de ce projet de loi, vers qui on s'adresse en proposant plus de sécurité. Nous, on a largement l'impression quand même que cette sécurité, elle va vers l'employeur. Je rappelle quand même que le Code du travail, comme il a été dit tout à l'heure, le Code du travail était mis en place justement pour protéger les salariés. Dans le cadre d'un contrat de travail, il y a une partie... Est-ce qu'il est encore adapté aujourd'hui à la réalité économique? Oui, tout à fait. Nous, on n'était pas contre que quelques réformes viennent, on va dire, moderniser, en tout cas rendre plus accessible le droit vis-à-vis notamment des employeurs des TPE et des PME. Mais je crois que pour ça, il était inutile de remettre en cause des droits des salariés comme on le dit. Et quand on parle de visibilité aussi, au travers de la sécurité qu'on propose aux employeurs, qu'en est-il de la sécurité pour les salariés? Puisque je rappelle quand même que dans le cadre de la remise en cause de la hiérarchie des normes ou le principe de faveur, le contrat de travail peut être remis en cause par un accord collectif d'entreprise qui est moins favorable. D'accord? Donc demain, un salarié qui n'accepte pas la remise en cause de son contrat de travail, un CDI, qui va être fragilisé par un accord collectif d'entreprise qui sera moins favorable, ce salarié sera licencié pour cause personnelle,
et donc sur des causes réelles et sérieuses. C'est ça aujourd'hui, alors qu'avant il était licencié quand même pour des raisons économiques. On va encore plus loin, vers la précarisation. Vincent Capo-Canellas, est-ce que vous redoutez finalement un recul du gouvernement face à l'ampleur de la manifestation? On sait déjà que Pierre Gattaz, le président du MEDEF, redoute un affadissement de ce texte après les 15 jours de négociations. Je crois qu'on peut effectivement le craindre, parce que le gouvernement s'est engagé dans un bras de fer avec la rue, avec la jeunesse, avec ses propres troupes, avec sa majorité. Donc c'est quand même une situation un peu critique. Ce texte me semble utile, nécessaire, difficile. Il mérite une véritable pédagogie. C'est un texte pour l'emploi, parce que monsieur a évoqué tout à l'heure les accords, ce sont des accords de maintien de l'emploi. C'est au titre d'un accord de maintien de l'emploi qu'on pourra demain demander aux salariés de moduler notamment son temps de travail et d'accepter un certain nombre de changements. Et simplement le système d'aujourd'hui, je voudrais conclure là-dessus, il est protecteur pour les salariés, mais il empêche ceux qui sont au chômage d'accéder plus facilement au marché de l'emploi. Et c'est ça la priorité. Il faut rompre avec ce système qui fait que finalement, ceux qui sont au chômage ne sont pas assez représentés et que nous n'avons pas mis en place les solutions qui marchent ailleurs. Il faut le faire avec prudence. Moi, je suis favorable à des périodes d'expérimentation si c'est nécessaire, mais la France doit prendre ça, un peu de flexibilité, pour plus d'emplois et pour aider les chômeurs à retrouver une situation et enfin à retrouver des droits économiques derrière. Alors, Didier Porte rapidement et après moi, je me sens tout à fait légitime pour représenter les demandeurs d'emploi, c'est clair. On est en train, en ce moment, de négocier d'ailleurs la future convention d'assurance chômage et on espère, encore une fois, qu'on ne rendra pas encore plus les demandeurs d'emploi précaires. Mais une vieille tactique qui consiste à opposer les travailleurs de ce pays, ça ne prend plus. Je veux dire, opposer les salariés aux demandeurs d'emploi, c'est terminé. Les demandeurs d'emploi, ils savent où aussi, en ce moment, actuellement, leur avantage, il est. Et c'est pas, justement, au travers de ce projet de loi qu'on va créer des emplois, c'est clair. Peut-être un mot pour conclure, François Patria. On a parlé de l'Allemagne, on pourrait également évoquer l'Italie ou l'Espagne qui ont mené certaines réformes. Pourquoi Manuel Valls, qui veut conserver cette image de réformiste, n'arrive pas à mener ces réformes jusqu'à leur terme en France? Je crois qu'en France, la situation telle qu'elle est fait que tous les Français pensent qu'il faut réformer ce pays, mais qu'ils reculent devant des réformes qui demandent des sacrifices. C'est pas le message envoyé par la rue aujourd'hui. Non, ils refusent des réformes qui demandent des sacrifices à court terme et des gains à plus ou moyen terme. Et si cette stratégie d'immobilisme, moi j'ai entendu ce matin l'éditorial d'un journaliste très connu qui a dit c'est la stratégie de la couette qui mène à la stratégie du linceul. La France, ce vieux pays, va s'enliser dans son immobilisme, va regarder les pays autour d'eux se développer différemment, avoir une autre. Et si le Code du travail était facteur d'emploi, il est déjà pas mal gros, si le Code du travail a permis de créer des emplois, on n'aurait pas 12%. La France condamnée à mort, peut-être pour vous le mot de la fin. Les chômeurs aujourd'hui. Donc je souhaite que le gouvernement ne recule pas, mais qu'il négocie sur 3 points, que sont les plafonds pour les plafonds et les planchers, qui sont aussi la nature du licenciement et sur le CPR. Avant de terminer, peut-être pour vous, un mot. On est condamné à mort si on ne se réforme pas, c'est ce que dit François Patria. Condamné à mort, je trouve ça peut-être un peu fort. En tout cas, les jeunes socialistes, on est contre ce projet de loi et c'est pour ça qu'on appelle à son retrait. Après, on n'est pas contre une réforme du droit du travail, mais nous, encore une fois, une réforme du travail de gauche, c'est une réforme du travail qui tend vers le partage du temps de travail, la reconnaissance de nouveaux droits sociaux. Et je crois que le gouvernement, il a tout intérêt à écouter les jeunes et notamment les électeurs de gauche s'il aspire à être réélu en 2017. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de cette édition. Votre programme à suivre sur Public Sénat.